2 avec Carole Franck, produit de beauté phytoaromatique. Madame, Monsieur, bonjour, merci d'être là. Nous sommes ensemble pendant 1h30 avec un dossier, comme tous les matins, consacré aujourd'hui à la dyslexie. Dossier passionnant. Et puis en deuxième partie, on vous étonnera aussi avec un monsieur que vous ne connaissez peut-être pas, qui s'appelle Gary Kurtz et qui est illusionniste. Il va vous épater, j'en suis sûre, donc restez avec nous. Alors la dyslexie, eh bien, cette affection touche aujourd'hui en France plus de 4 millions de personnes. On estime qu'environ 10% des enfants scolarisés en sont atteints. Qu'est-ce que la dyslexie? Est-ce héréditaire? Comment la dépister? Comment vivre avec? Évidemment, nous allons répondre ce matin à ces questions et à d'autres, celles que vous nous poserez tout au long de cette émission, puisque nous sommes en direct. Ce dossier a été préparé par Nathalie Travers, Géraldine Marty et Richard Zarzavadjan. Il faut que vous sachiez que le plus souvent, eh bien, les enfants dyslexiques sont isolés, souffrent d'être considérés comme des paresseux, voire des idiots. Pour illustrer ce dossier, nous avons choisi un extrait de Malabar Princess, le très joli film que vous pouvez voir en ce moment au cinéma avec Jacques Villeray, entre autres, dont le jeune héros, Tom, est dyslexique. Regardez. Non, attention à ça, c'est fragile. T'entends? Ça va, je suis pas sourd. Oh là, il va pas me parler de travers longtemps, hein? Moi, je suis pas de la génération où c'est les gosses qui commandent. Prête-moi tes bras, là. Ça tombe bien, il faut qu'il soit cadré d'après la psy. La psy. Psychologue. Je suis pas fou, moi. Non, c'est la psychologue de l'école. On a eu droit à tout cette année. La psy, l'orthophoniste, parce qu'il mélange les peu, les beux, les deux. Les peu, les bœufs, les neuneux, quoi. Et voilà, il est neuneux. Alors ça, c'est un propos très dur, un qualificatif très dur. Et en plus, très souvent, ces enfants ne sont pas repérés, ne sont pas pris en charge suffisamment tôt. Nous en parlerons par exemple avec Béatrice Sauvageau. Vous êtes orthophoniste, vous rencontrez de nombreux dyslexiques. On en parlera également avec Marilyn, qui a accepté de venir témoigner sur ce plateau. Simplement, si on ne traite pas un enfant dyslexique, si on ne le repère pas, qu'est-ce qui peut arriver? Qu'il soit exclu du système scolaire ou alors qu'il ait des parents qui arrivent à le maintenir malgré tout en inventant plein de compensations. D'accord. On verra cela tout à l'heure. On va commencer avec le témoignage de Marilyn. Et puis, je voulais saluer Richard. Bonjour Richard. Bonjour Sophie. Et puis, saluer également Yves Cara qui est là au standard. Bonjour Yves. Ça va? Bah oui, et Très vous? bien, bah, impeccable. Je sais pas, vous avez l'air tout tristoun. Non, c'est simplement, je pensais aux 10% que vous avez annoncés. Je pense Oui. que ces 10% détectés, il doit y en avoir beaucoup plus parce qu'au vu des appels et au vu de nos entourages respectifs et des réactions, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Ouais. On parlait des compensations rapidement. Antoine, c'est intéressant, il est commercial. Il n'utilise, donc il a 33 ans, hein. Il est dyslexique bien sûr. Il n'utilise que les mots dont il a appris l'orthographe par cœur. Compensation déjà, hein, puisqu'on en a un petit peu parlé. Autrement, je peux faire un petit point, un standard? C'est pour ça que vous m'appelez? Bien, d'accord, allons-y alors. Je plaisantais bien sûr. Elisabeth dans le Puy-de-Dôme, alors c'est bien sûr l'enfant dyslexique et l'éducation nationale. Ça concerne quasiment tous les appels. Elle a un enfant dyslexique de 16 ans, elle se sent seule face à cette maladie car l'éducation nationale ne fait rien. Carole en Meurthe-et-Moselle, elle souligne la difficulté, elle est quand même un peu compréhensive, que rencontrent les professeurs. Ils ne réagissent pas bien ou mal parce qu'ils ne sont pas formés pour ce genre de problème. Ensuite, est-ce que c'est héréditaire? Parce qu'écoutez bien l'histoire d'Isabelle, elle habite dans le Finistère. Son mari, sa belle-sœur elle-même et ses 2 enfants sont dyslexiques. Hérédité 70% des dyslexiques présentent des antécédents familiaux. Vous Voilà. confirmez ce chiffre? Oui, tout à fait. 3 fois plus de garçons en sont atteints. Oui. Bon. Et on retrouve davantage de dyslexiques. J'ai du mal, je me demande si tu es pas un peu dyslexique moi ce matin. Chez les gauchers. Non, ça, c'est pas démontré.
C'est une théorie, mais ce n'est pas démontré scientifiquement encore. Bon, alors, on vous le disait tout à l'heure dans le teasing, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes célèbres qui ont été dyslexiques. Ont-ils été traités ou pas? Je ne sais pas, vous répondrez à notre question, on en parlera en fin d'émission. Mais c'est vrai que Tom Cruise, Spielberg, Walt Disney, il paraît que quand on est dyslexique, on voit mieux en 3 dimensions. Vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Je voudrais qu'on commence. Yves, c'est bon, je peux commencer par le témoignage de Marilyn? Allez-y, je vous en prie. J'ai des petites questions que je distillerai tout au long, si j'ai le temps, du dossier. Et n'hésitez pas à allumer votre lanterne. Elle fonctionne, d'accord. Très Ok, bien. je serai le petit génie de la lampe alors. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Marilyn, donc, vous avez 40 ans et vous, on vous a carrément oublié et laissé de côté puisque cela ne fait que 6 ans que l'on a mis un nom sur vos problèmes. Comment ça se fait? Comment avez-vous fait? Est-ce que vous avez fait des études? Oui, j'ai fait des études. Je suis allée jusqu'en DOG. Ouais. J'ai fait une première année de licence. Oui. Parallèlement en travaillant, enfin j'ai travaillé en même temps en fait, Ouais. parce que j'ai arrêté au bac et j'ai commencé à travailler tout de suite après le bac parce que j'ai eu un échec. Oui. Et ensuite j'ai repris les études. Et toujours en ne sachant pas que j'avais ce problème de dyslexie. Alors, comment s'est passée votre scolarité? En fait, j'ai passé mon temps à me cacher, à me dissimuler, c'est-à-dire que j'ai eu des problèmes au niveau des enseignants, parce qu'en fait, lorsqu'on m'interrogeait, ne serait-ce qu'en lecture, parce que j'ai un problème énorme en lecture, je n'arrivais pas à lire, je butais à chaque mot. Alors, c'est-à-dire, voilà, ça se traduisait comment? Vous butiez sur les mots? Oui, je butais sur chaque mot, je n'arrivais pas à lire un texte d'emblée. Donc en fait... Est-ce que ça se manifestait dans votre manière de parler aussi, à l'oral? Aussi, oui. C'est-à-dire? J'avais tendance à ne pas finir de phrases, À chercher vos mots? Voilà, à partir. À les prononcer à l'envers? Aussi, oui. Et à l'écriture aussi? L'écriture, c'était surtout des fautes, oui, des inversions, des fautes, pas mal de fautes, et beaucoup d'inversions. Est-ce Au niveau que des vous- chiffres aussi. Vous vous reconnaissez dans le portrait du héros du film que l'on a vu, là? Vous inversiez les syllabes, les consonnes? Un petit peu, oui. Ouais, ouais. Et alors, est-ce que quelqu'un a détecté cela chez vous? Une institutrice? Ou qu'est-ce Non. qu'on disait à vos parents? En fait, les instituteurs, institutrices, c'était en fait, ils détectaient qu'il y avait un problème. Ouais. Donc effectivement, ils me disaient il y a un problème. Mais bon, lorsque je butais sur, on m'interrogeait en lecture. En fait, la fois d'après, on m'interrogeait plus, quoi. Donc je restais dans mon coin et on évitait de m'interroger puisque je faisais de la charpie de leurs textes. Donc en fait, j'étais tranquille pour l'année. Quel que soit l'enseignant, il n'y a pas un enseignant qui s'est penché un peu plus sur votre Ah non, on m'a problème? dit, il y a un problème, et si t'arrives... Alors, au début, ça s'est vraiment révélé en 6e. En 6e, j'ai une enseignante qui m'a interrogée. C'est là que j'ai commencé en fait, à trouver des systèmes pour éviter cette situation, quoi, en fait. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui vous a conduit à vous comporter comme cela, ou vous avez toujours été comme ça depuis la naissance? Non, j'ai toujours eu ce problème-là, mais ça s'est réellement révélé en 6e, quoi. Ouais. Enfin, moi, je l'ai vraiment Enfin, j'avais honte, je me cachais. Là, j'ai trouvé tous les moyens pour me dissimuler, disparaître, quoi. Est-ce que vous en avez parlé dans votre famille, à vos parents? Pas du tout. Même auprès d'eux, vous Non. vous cachiez? Non, vous parce qu'en dissiez- fait, on avait un résultat. Le travail, ça nous donnait un résultat et on ne se penchait pas sur le problème, en fait. Il y avait Et pas de quel était problème, votre c'était- résultat justement à l'école? Est-ce que vous réussissiez ou Bah, est-ce je que... réussissais, difficilement. En fait, j'apprenais énormément pour très peu de résultats, quoi. Ouais. Et donc, en fait, j'arrivais à éviter le redoublement. À chaque fois, c'était une bataille terrible. Donc ça veut dire que c'est une prouesse que vous avez réalisée d'aller jusqu'au DUG alors fait, qu'on ne vous a pas épaulé, soigné, etc. Et Ouais. puis alors, qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de votre état et comment vous en êtes-vous sorti? En fait, à force d'apprendre comme ça par cœur je crois qu'à un moment donné, on en a marre, quoi. On a envie de révéler qu'il y a un problème. Et, Ouais. oui, en plus, mettre un nom, parce qu'en fait, jusqu'à 34 ans, je ne savais pas que c'était de la dyslexie, quoi. Et en fait, à aucun moment, on a prononcé le mot de dyslexie. On disait, oui, un travail... Mais qu'est-ce qui a changé alors? Comment, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous entrepris pour vous en sortir? Donc en fait, pour me sortir à quel moment, je veux dire... Oui. En fait, c'est par le biais d'un médecin auquel j'ai parlé, Un psy? un médecin en particulier.
et un psy par la suite, mais qui m'a aiguillée effectivement parce que sa fille était elle-même dyslexique et donc qui m'a permis de trouver un moyen, donc une adresse où je pouvais effectivement résoudre ce problème, et ça m'a donné en fait la possibilité de croire et d'y croire encore aujourd'hui. Comment ça se traite? C'est une rééducation? Rééducation, oui, au niveau. Enfin, moi, pour ma part, ça a été fait sur de l'art-thérapie, quoi. Au niveau. Sur là, pardon? C'est de l'art-thérapie, en fait. On va voir en détail tout à l'heure De les l'art-thérapie. Oui. méthodes qui existent, parce qu'il y a Il y beaucoup a de différentes méthodes. méthodes, mais moi, celle qui m'a permis d'évoluer et puis aujourd'hui de pouvoir lire normalement et pouvoir avancer et Aller plus loin dans vos études? tout à fait, et puis Et avoir de comprendre. crainte et comprendre et pouvoir le dire. Yves Cara, j'ai vu la lumière s'allumer. Oui. Il y a beaucoup de méthodes pour soigner la dyslexie, mais il y a beaucoup de différences dans la dyslexie. Il faudra peut-être en parler un petit peu, je pense qu'on le fera. Dyscalculie ou dyspraxie, on a beaucoup de questions pour différencier un petit peu la dyslexie. Puis il y a des belles histoires comme ça. Ça se passe bien quand on a un enfant dyslexique parfois. Marie-Agnès dans le Nord, même souvent. Sa fille de 22 ans est dyslexique, mais elle a réussi à être préparatrice en pharmacie. Comme quoi on peut avoir un bon job. Alors la première institutrice l'avait traité de retardé mental et l'avait fait redoubler. Par chance, ils ont déménagé. Là, ils sont tombés avec une institutrice fabuleuse qui a détecté la dyslexie, qui a travaillé avec l'orthophoniste et qui a fait avancer sa fille. C'est un vrai exemple de réussite, mais par chance, et il faut de la patience. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être insulté par des enseignants? D'être traité de neuneux, comme dans le film, ou de retardé mental, ou de... Pour ma part, non, c'était pas une insulte, mais en fait, c'était des mots plutôt plus touchants au niveau du bulletin. Effectivement, de dire, c'est médiocre. Pourtant, il y a un peu de bonne volonté. Enfin, c'était surtout... Alors que vous fournissiez le triple d'efforts. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois, on a des techniques. Quoi, en plus, j'apprenais tout par cœur. Ouais. C'est intéressant ce qu'elle dit, parce qu'on va le voir tout à l'heure. Très souvent, ces personnes ont une telle force de caractère qu'ils vont après développer et renverser la situation, et la dyslexie devient un atout. Et on le dira un peu plus tard. D'accord. Enfin, moi, je me suis sans cesse mis en plus en danger, parce qu'en fait, je me mettais dans des situations, j'étais déléguée de classe, je me mettais dans... J'ai travaillé en bibliothèque, j'ai fait tout ce qui était, en fait, mon problème, quoi. En fait, j'allais... Vous avez des frères et des j'affrontais. sœurs? Oui, j'ai 4 frères. Personne n'est concerné par... J'ai un frère qui est mon jumeau, qui a un problème, mais surtout de bégaiement. De bégaiement. Bégaiement. Et je pense que... C'est souvent lié? Je pense que j'ai quand même quelqu'un d'autre qui est touché par ce problème, par le mien, mais bon. Dans votre famille? Ouais, qui est pas vraiment... Il ne l'a jamais prononcé, il ne l'a jamais dit, donc je préfère pas parler. Béatrice, c'est lié la dyslexie et le bégaiement? Non, Ça n'a rien à voir. Non, non. Qu'est-ce que la dyslexie alors? Décrivez-nous vraiment ce problème. Disons concrètement, ce sont des enfants qui vont très bien en maternelle, et au moment d'arriver à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, donc qui commencent à pas accéder au code, alors que tout va bien. C'est-à-dire, voilà, j'arrive pas à lire, je sais pas pourquoi, et tout à coup, cette espèce d'envie de lire, cette espèce d'envie d'écrire se transforme en cauchemar, parce que il y a tout un monde qui est refusé à leur envie de connaissance. En gros, au départ, c'est ça, c'est-à-dire je n'arrive pas à lire, j'arrive pas à intégrer le code, non pas en général, mais dans la façon dont on me le propose au sein de l'éducation nationale. Mais qu'est-ce que c'est là, Richard? C'est un blocage Alors, psychologique ou c'est un problème c'est physiologique? C'est vraiment quelque chose d'organique. La dyslexie, je parlerais plutôt d'une différence entre les personnes dyslexiques et celles qui ne le sont pas, mais surtout pas d'anomalie, j'insiste là-dessus. Et ça, on le sait depuis peu, Sophie, on le sait depuis que l'imagerie du cerveau nous permet de voir en activité les zones du cerveau d'une personne dyslexique. Alors, regardez ces images, c'est des images qui nous ont été prêtées par le professeur Michel Habib de Marseille, qui est un des spécialistes du sujet. Voilà, 3 zones importantes dans la lecture, dans la reconnaissance des sons et des lettres, lorsqu'on parle, lorsqu'on écoute, lorsqu'on écrit. Chez une personne non dyslexique, ces zones sont là. Chez une personne dyslexique, c'est vraiment à la marge, c'est des petits détails, mais on s'aperçoit que la zone de la parole est beaucoup plus activée.
alors que la zone de la reconnaissance des lettres est beaucoup moins importante. Résultat des courses, le dyslexique va devoir compenser. Et c'est un peu cette anomalie qui se traduit dans les faits et qui fait qu'il n'arrive pas à transformer le son en lettres et les lettres en sons. Et c'est ça ce qui se passe. Et ces travaux sont importants. Est-ce que ça peut être aussi un problème de langue? Alors, tout à fait. On s'aperçoit que les langues comme la langue italienne, il y a beaucoup moins de dyslexiques chez les personnes de langue italienne que chez les Anglais. La langue anglaise est une langue opaque. La langue française est une langue opaque. Je donne un exemple. Lorsque vous dites « je vais au couvent », vous l'écrivez E-N-T à la fin. Je ne dis jamais ça, moi. Mais lorsque vous dites « les poules couvent », vous l'écrivez de la même façon. Couvent et les poules couvent, vous l'écrivez de la même façon. Donc voilà toute la difficulté. Je crois que cet exemple de la langue française aussi, c'est une langue très difficile. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de dyslexiques en France et les gens qui parlent français. Alors que l'italien, on dit « buongiorno » et on le dit comme on l'écrit comme on le dit. Vous voyez? Donc il y a beaucoup plus de dyslexiques chez les Français, chez les Anglais, que chez les Italiens ou les Espagnols. Donc la langue maternelle est fondamentale. Alors, on a vu un texte, là, on peut le revoir. Est-ce que, par exemple, là, sur ce que l'on lit, on arrive à détecter la dyslexie? Oui, évidemment. Oui, on peut. Enfin, disons que c'est au sein d'un bilan plus global, mais c'est vrai que au zoo, vous voyez, il n'y a pas de d'échange. C'est-à-dire que de césure, c'est-à-dire que les mots. Au zoo. En fait, le dyslexique vit dans une langue, un dialecte qui est assez international, je crois, dans lequel, pour lui, le temps n'a pas du tout la même signification, l'espace non plus. Le monde est en 3 dimensions, voire à 360 degrés, et toute la complexité du langage s'organise selon une logique extrêmement précise et géniale. Ça, c'est clair. C'est-à-dire que le dyslexique, à la différence du mauvais en orthographe, ne fait pas de faute d'orthographe, il fait des puissances lexicales et grammaticales. Si seulement on pouvait analyser les dictées des dyslexiques à l'école en disant « Mon chéri, tu as fait 12 puissances grammaticales, c'est pas mal, est-ce que tu pourrais l'écrire en français classique parce qu'il faut que tu t'adaptes ?» C'est plus intéressant que de dire « Tu as fait des fautes » parce que toutes les façons dont le dyslexique appréhende la langue... Autre exemple, là. Elle est logique, je vous en supplie. Là, on voit la confusion P et B, qui est plutôt une confusion d'ordre auditif ou spatial. Voilà. Est-ce que ce sont des gens qui entendent bien? Il n'y a pas de trouble d'audition? Non, évidemment qu'au début, il faut tout vérifier. Il faut vérifier l'audition, la vision, il faut faire un bilan global. Et après, une fois que toutes les causes autres sont enlevées, ben, on peut garder vraiment des causes de multiples dyslexies. Alors, j'imagine que plus ce problème est pris en amont, mieux il se traite. Ou ça n'a rien à voir? À partir du moment où on continue à considérer que c'est un problème, déjà, il y a un problème. Ah bon, d'accord. Alors, comment on doit dire? On doit dire, il y a tant de pourcents de gauchers, à un moment donné, on va les laisser écrire de la main gauche. Il y a tant de pourcents aujourd'hui. Du coup, les enfants apprennent à être ambidextres parce que le cerveau ambidextre est beaucoup plus intelligent. Ambidextre, c'est-à-dire? Ambidextre, c'est-à-dire d'arriver à travailler avec les deux mains, les deux oreilles, les deux yeux, etc. Je pense réellement que dans 15 ans, on apprendra à être dyslexique parce que ça n'est pas un handicap, c'est pour l'instant une horreur. Une horreur au niveau de l'éducation. C'est-à-dire que les parents vivent un parcours du combattant, les gens se battent, mais au bout du compte, quand on comprendra les atouts du cerveau dyslexique, on le partagera au lieu de l'éliminer. Parce que ce seraient des gens beaucoup plus brillants, beaucoup plus... Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont en fait pas de lésions ni de dysfonctionnement et que leur façon de fonctionner apporte des nouveaux atouts à l'espèce humaine. L'idée de dire qu'ils ont plus de neurones, est-ce que c'est quelque chose qui est accepté aujourd'hui au niveau du cerveau? Oui, je crois que c'est accepté et surtout, ils remettent en cause quelque chose qui est extraordinaire pour tous ceux qui ne sont pas dyslexiques, c'est qu'un enfant à l'école a besoin d'être dans une bonne posture corporelle, par exemple. C'est-à-dire que le dyslexique remet en cause le manque de travail corporel et artistique à l'école. Et il est clair qu'aujourd'hui, un travail corporel adapté et artistique fusionne les aires associatives du cerveau et permet à un enfant d'être épanoui et d'apprendre beaucoup plus vite. Donc en fait, si on traite les dyslexiques autrement qu'en les mettant à part, eh bien finalement, on traitera ceux qui ne le sont pas en les rendant meilleurs. Exemple? Exemple, un enfant qui va arrêter de se tenir comme ça à partir de 13 ans et de passer de scoliose, etc., et qui va rester dans une écoute, et ben, du coup, les enseignants auront 50% de troubles d'attention en moins, qu'ils soient dyslexiques ou pas. Ce qui est quand même le problème majeur à l'école aujourd'hui, c'est l'attention. D'accord. Avant de rejoindre Yves Cara au standard, Marilyn, un conseil à ceux qui nous regardent, qui seraient atteints de dyslexie, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Je pense qu'il faut en parler et surtout pas se cacher, parce que c'est un enfer. Et plus moins on en parle, et plus cet enfer, il est dur
à maîtriser après, quoi. Merci C'est beaucoup. quelque chose de Qu'est-ce très que bien. vous allez faire quand vous serez grande? Je serai grande. Parce que vous allez aller loin, je crois. Oui, je pense. Ouais. Beaucoup de Continuer. volonté. Ouais. Merci en tout cas d'être venu témoigner. Merci. Yves Cara au standard. Yves, Quand elle sera grande, elle ira au couvent. Comme vous, avec les poules. moi c'est quand je serai très très grande, hein, dans longtemps. Elisabeth, elle habite dans la Drôme. On parlait du QI, justement, généralement supérieur des dyslexiques. Pourquoi d'ailleurs? Parce que souvent, ils font faire un test de QI pour savoir si les enfants ne sont pas complètement idiots. Et ils ont de très bons résultats. Par exemple, Elisabeth dans la Drôme, elle a 2 fils. Ils ont tous les 2 un QI supérieur à 130. Ils sont dyslexiques, donc ils ont des problèmes. Florence, elle habite dans la Gironde. Témoignage très intéressant. Son mari était dyslexique. Il a connu de nombreuses difficultés à l'école, par la suite aussi. Et lorsque sa fille a eu 2 ans, elle s'est aperçue qu'elle inversait les syllabes. Et tout de suite, elle la reprenait sur chaque mot. Donc c'est un travail de tous les jours, de chaque instant. Et la dyslexie, d'après elle, ne s'est pas développée. Donc voilà, ça peut être un témoignage. Ouais, donc ça veut dire que Ouais. les parents ont un gros boulot à faire aussi. Peut-être. À la fois d'attention, de réaction. Et qu'est-ce qu'on peut leur conseiller aux parents? Est-ce que c'est bien alors, ça de il y a- reprendre sur chaque syllabe? Non, pas du tout. En fait, Ah bon, mais nous, on travaille depuis une quinzaine d'années avec des scientifiques, des artistes, des thérapeutes, des parents, des enseignants. Et je crois qu'après un travail d'équipe de 15 ans, on peut dire qu'il y a effectivement une méthodologie, des outils extrêmement utiles, mais il faut les connaître, il faut les appréhender, il faut les appliquer. Mais ce sont des outils ludiques, c'est-à-dire qu'ils sont basés sur des connaissances scientifiques qui ont été testées, etc. Mais à partir de là, il faut les mettre en place. Et c'est vrai, un truc tout simple, un enfant dyslexique, il est heureux de travailler quand il y a du bruit au milieu du salon par terre. Bon, un parent, logiquement, se dit, il n'arrive pas à travailler, il faut qu'il soit concentré, on va le mettre tout seul dans sa chambre. Et là, il ne se passe rien. Voilà un exemple concret de choses à savoir qui sont très importantes. Donc on s'adresse à un orthophoniste. Un orthophoniste pour le bilan, et puis après, à une équipe, j'espère, de complémentarité entre les enseignants, les parents, les orthophonistes, voire les neurologues, etc. Yves, avant de passer la parole à Géraldine, qui elle évolue en milieu scolaire, donc elle va nous dire comment détecter ses enfants. D'autres situations, d'autres questions? Oui, un dernier exemple positif. Marie dans les Yvelines, elle est dyslexique. Aujourd'hui, elle est très heureuse. Elle est en première année de comptabilité. Elle est l'exemple même qu'on peut y arriver en se battant, Très en bien. s'accrochant. On l'a déjà vu avec Marilyn, avec l'exemple de Exactement. Marilyn. Alors Géraldine, vous connaissez bien le milieu scolaire. Est-ce que, D'accord. dans votre expérience, vous savez qu'on repère ses enfants à l'école? Vous vous en êtes rendu compte? Alors, si c'est le parcours du combattant pour les parents et les élèves, c'est que très vraisemblablement, il y a des grosses difficultés dans l'éducation nationale. Il y a beaucoup de progrès à faire. Et je crois que ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quelques initiatives individuelles, mais qu'il y a un vrai manque de cohérence dans le dépistage et surtout dans l'accompagnement, ce qui amène à des choses, à des parents et des enfants qui sont dramatiquement seuls et très découragés. Alors, une petite pointe d'espoir quand même. Il y a un plan d'action qui a été mené conjointement par le ministère de la Santé et de l'Éducation nationale et qui donne une petite note d'espoir. Alors, on voit ça à travers un bulletin officiel de l'Éducation nationale de février 2002 et qui dit notamment qu'il faut dépister les enfants dès la maternelle en 6e avec un dépistage spécifique sur les troubles du langage et de l'écriture. Bon, alors donnez-nous des signes qui doivent alerter, parce que soyons concrets. On est là pour donner des informations à ceux qui nous regardent et qui vont peut-être reconnaître un signe que présente leur enfant ou leur petit-enfant. Ben alors, dès la maternelle, on peut se rendre compte que dans l'apprentissage l'apprentissage de la lecture, que l'enfant est en difficulté, qu'il confond des lettres ou qu'il les inverse. Et puis rapidement, on voit que ça commence à le paniquer. Donc ça, il faut tout de suite se mettre en liaison avec l'institutrice ou avec l'instituteur pour ne pas laisser traîner les choses. Alors Béatrice, par exemple, en lecture? Oui, il y a des confusions d'ordre visuel. En fait, c'est drôle, un dyslexique, on dirait qu'il n'entend pas ou qu'il ne voit pas. Mais en fait, il voit très bien, il entend très bien. Simplement, son cerveau interprète en quelque sorte dans sa langue. Il fait une naturalisation de la langue, si vous voulez, dans sa propre langue. Et sa propre langue... une traduction, quoi. C'est presque un interprète. Absolument. Voilà. On est presque dans une logique linguistique, finalement, un dialecte. Et c'est pour ça que c'est important aussi de valoriser cette langue, entre guillemets, maternelle, de ne pas lui dire mais c'est pas comme ça qu'on écrit. Non, c'est comme ça que tu écris, et maintenant on va le traduire. Et dans maintenant, la je vais norme. apprendre ta langue. Voilà, on voit alors les donc des confusions. Bon, ce Alors un che- chien, par exemple, je dirais un sien. Oui, alors c'est plutôt ce et ze, par exemple, che et je. Vous voyez, c'est-à-dire ch, c'est le même son, à part qu'il y en a un qui est vibré. F, c'est le même son, mais il y en a un qui est vibré. C'est pour ça qu'on les confond. D'ailleurs, dans les dialectes, même français, ce sont des sons qu'on confond à l'oral.
peu et beu, QD, c'est vraiment la boule en haut à droite, en haut à gauche, donc ça c'est plutôt lié au spatial. Beaucoup d'inversions, craquart, tortreau, ça c'est très, très fréquent aussi. On a les omissions et les ajouts, ce sont les enfants qui rajoutent des mots. Arbe, bah, il écrit arbe, il oublie le R, et tracteur, il en rajoute un. Voilà, ça ce sont des tas de bases. Ce qui caractérise aussi beaucoup le dyslexique, c'est, comme on l'a vu, la vision à 360 degrés, l'envie de travailler dans le chaos, etc. Et surtout une intuition des capacités corporelles et artistiques souvent assez remarquables. Et le fait que tout simplement, si on lui donne des cours de soutien en français, il ne progresse pas. Alors que quelqu'un qui est mauvais en français, il progresse avec des cours. Le dyslexique ne progresse pas. Il ne progresse que quand on lui donne des cours dans sa langue. Voilà. Est-ce que ce sont des gens qui sont doués pour les langues étrangères, justement? À partir du moment où ils sont dans le bain linguistique, oui. Sinon, pas du tout. Sauf pour l'italien, bien sûr. Donc en fait, il faut arriver à les faire traduire, enfin revenir en français. Il faut leur donner le passeport pour le français et il faut espérer que s'il y a 12% à peu près de la population qui est dyslexique et qui développe une langue qui est proche de la poésie dadaïste, c'est-à-dire qui n'est pas une langue qui n'est pas intéressante, c'est une langue absolument géniale, le dyslexique. Nous, ça fait 15 ans qu'on travaille dessus, on a des textes d'une poésie rare. Ah oui, c'est-à-dire que c'est une langue directement poétique en 3D. C'est une langue, vous voyez, quand on dit Spielberg est dyslexique, mais lui, il a écrit E.T. en disant « je vais parler du dyslexique dans le monde ». Ah bon? C'était ça son point de départ sur E.T., c'est quelqu'un qui vient d'une autre planète et qu'on n'intègre pas parce qu'il est différent. Et je crois que cette langue dyslexique... Mais tous ces gens dont vous parlez, Spielberg, Kennedy, ils ont tous été traités, ça a été pris en charge. Chez Kennedy, comment ça s'est traduit son dyslexisme? Beaucoup par un génie de stratège, en fait. Il était comme Napoléon, vous voyez, c'est un peu le côté stratège, arrivé... Churchill aussi. Oui, alors Churchill, c'était plus je prends toutes les situations en même temps et je les analyse à ma façon et ça se regroupe après. Donc ça, c'est lorsque vous dites une formidable intuition, une formidable manière de se repérer dans l'espace, c'est ça alors. C'est ça qu'il faut. Alors c'est ça qui est très difficile dans la prise en charge de ces gens-là, c'est qu'il faut à la fois les aider à convertir leur langue dans la langue que nous on parle communément, mais en même temps il faut exacerber leurs dons finalement. Absolument, je crois que c'est la base. Mais l'intérêt quand même, où c'est très sympathique, c'est qu'en exacerbant leurs qualités, on exacerbe les nôtres. C'est-à-dire qu'éduquer un dyslexique à être dyslexique épanoui en parlant la langue, c'est-à-dire que le but d'une bonne rééducation, c'est qu'il ait 18 en français. Il ne faut pas non plus qu'il progresse. Hein. Il en est tout à fait capable. Mais nous, en le faisant travailler, comme par hasard, on va développer des qualités qu'on n'avait pas. Donc c'est finalement un échange très fructueux. Mais par exemple, ça on ne comprend pas bien. Pourquoi on va développer quelle qualité? Par exemple, on va développer, je vous en prie. Notre tolérance, notre ouverture pas du d'esprit. tout. On va développer nos aires cérébrales associatives qui allient par exemple le son à la couleur, qui permet d'avoir une architecture dans l'espace de motifs mélodiques du langage, c'est-à-dire qu'on va entrer dans le langage par plein d'autres voies qui vont nous permettre de nous exprimer mieux, etc. Alors, est-ce qu'il faut solliciter leurs talents, leurs autres talents, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils s'expriment en dessinant, en faisant de la musique, je sais pas moi, à condition de faire de la musique ou avec... Oui, c'est-à-dire dans la vidéo et le cinéma, il y a énormément de dyslexiques. Dans les effets spéciaux, c'est Walt Disney, c'est presque sous bilan. Aux États-Unis, ils ne prouvent pas qu'ils sont dyslexiques, ils ne sont pas engagés pour les effets spéciaux. Parce que c'est leur manière de s'exprimer. C'est une des manières, oui. En tout cas, c'est la seule où on ne les embête pas et où on les laisse développer leurs dons. Donc, obligatoirement, ils le prouvent. Alors, comment aider ces enfants? Comment les prendre en charge? Vous avez mis au point une méthode qui vous est propre, un peu différente des autres. Géraldine? Alors, comment aider les enfants? Alors, normalement, depuis 2 ans, les nouveaux enseignants du premier degré et du second degré devraient être formés donc, dans leur formation initiale à dépister et accompagner les enfants dyslexiques. Normalement, c'est le cas. Mais bon, le temps que tous ces nouveaux enseignants arrivent, tous les autres sont encore, malgré leur bonne volonté, complètement démunis. Alors moi, je pense que les conseils qu'il faudrait donner aux parents, c'est de prendre le taureau par les cornes et dire, allez rencontrer les enseignants, faites en sorte qu'ils soient partie prenante de ça, donnez-leur de la documentation, réunissez-les en équipe. Si vous ne vous sentez pas de le faire tout seul, venez avec l'orthophoniste ou venez peut-être avec une lettre. Et puis, se mettre d'accord sur une stratégie commune. Ça veut dire quoi? Leur dire, il ne faut pas donner de texte trop long à l'enfant.
il faut rassurer l'enfant en lui disant qu'il ne lira pas de texte devant toute la classe, parce que ça peut le bloquer, qu'il ne faut pas le mettre à l'écart, que bien au contraire, il faut aussi le mettre avec peut-être les locomotives de la classe, qu'il faut favoriser l'expression orale. Même dans l'évaluation, parce qu'on se rend compte qu'ils sont, c'est discriminant pour eux d'être à l'écrit, qu'ils puissent utiliser l'ordinateur, s'il n'y a pas beaucoup d'ordinateurs dans l'école, que ce soit pour lui, et qu'ils puissent rendre des devoirs par ordinateur. Peut-être il y a beaucoup de profs qui tapent leurs cours. Pourquoi ne pas donner le texte tapé à l'élève? Parce qu'il a l'enfant dyslexique a de gros problèmes à retranscrire, même s'il voit quelque chose, il va le retranscrire parfois différemment. Donc ça peut l'aider. Et puis lui donner des bases solides de méthodologie et de rangement, et puis le valoriser. Alors déjà, ça, vous avez tous les profs autour et vous demandez à ce qu'il y ait une stratégie commune. Et peut-être que ça va nous amener à faire des conseils de classe qui ne soient pas des chambres d'enregistrement, mais où on va dire, eh bien voilà, le prof de maths va avoir la même méthodologie que le prof de français et le prof d'anglais. Et c'est comme ça que les enfants dyslexiques, mais aussi tous les autres, vont pouvoir bénéficier de tout ça. Alors, par quoi on commence? Par le reportage ou par la méthode de Béatrice? On va voir tout de suite justement une technique, hein, parce qu'il y a tellement de techniques, il y a autant d'orthophonistes presque que de techniques. On regarde une technique, puis on parle après de celle de Béatrice Sauvageau. Regardez. La barrette, elle est de quelle couleur? Bleue. Elle a les cheveux de quelle couleur? Blond. Oui. Une belle blonde qui attend un bébé, c'est la lettre B. Ouvre le petit B. Vas-y, ouvre la maman B. Élève de CM1, Célie la confond toujours avec le D. Depuis 5 ans, cette petite fille se débat contre les difficultés de la lecture et de l'écriture. Aujourd'hui, elle découvre les lettres sous un jour nouveau. Elles sont faciles à apprendre, en plus on arrive mieux à les sentir et on arrive mieux à apprendre des fois avec des jouets. Le M de la mer sent la mousse marine. Cet alphabet sensoriel est l'œuvre du docteur Hurstel, persuadé qu'on ne peut oublier une lettre qui a pris vie. La mémoire la plus performante, c'est la mémoire motrice et la mémoire olfactive. Or, on l'utilise très peu. Et la mémoire motrice, lorsqu'on a touché une lettre, lorsqu'on l'a bougée, lorsqu'on l'a mis dans l'espace, eh bien à ce moment-là, l'acquisition est bien meilleure. Comme Célie, beaucoup d'enfants dyslexiques arrivent ici après plusieurs années de séances d'orthophonie. Vous vous dites, c'est pas possible. Pour vous, ça vous paraît tellement évident, vous ne comprenez pas que votre enfant n'arrive pas à lire. Il doit y avoir des parents qui perdent de patience, qui doivent s'énerver, qui doivent hurler. Ça doit être terrible. Et l'enfant perd confiance en lui. Sophie Portail me parlait de sa fille qui a été traitée d'idiote à l'école parce qu'elle était dyslexique. Et on s'est rendu compte que son QI était supérieurement élevé. C'est souvent le cas. En général, ces enfants sont très intelligents. Ben, ceux qui ne sont pas très intelligents, c'est-à-dire qui ont une intelligence normale, ils se retrouvent parfois en hôpital de jour psychiatrique. C'est ce qui s'est passé. Enfin, on a retrouvé finalement des enfants qui étaient complètement éliminés du système, considérés comme gogoles, comme les enfants qui ont un bon QI, d'ailleurs, qui sont considérés comme idiots. Et en plus, je ne vois pas en quoi les enfants idiots doivent être aussi considérés comme ne pouvant pas s'adapter. Vous voyez, ça fait partie d'un cursus. Je crois que la communication, elle se fait s'il y a plusieurs personnes communicantes. Et le problème d'une pédagogie qui met tout le monde dans des cases, finalement, amène à de très mauvaises performances au bout d'un certain moment. Alors, qu'est-ce qu'elle a de particulier, votre méthode, à vous? Par rapport à toutes les autres. Je crois que c'est une méthode qui est le reflet d'un travail avec les dyslexiques sur le terrain dyslexique, c'est-à-dire que tous les scientifiques avec lesquels on a travaillé ont créé des théories et on n'a gardé que ce qui avait été expérimenté. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, c'est la méthode, entre guillemets, bon, c'est une méthode homologuée, reconnue par la Fondation de France, etc., mais c'est surtout une méthode qui prône le fait que l'association de la recherche, de l'art, du corporel et d'un travail neurologique vraiment adapté, et d'une formation des parents et d'une formation des enseignants, apporte des résultats qui font qu'au bout d'un an, une personne est complètement à l'aise à l'école et elle-même devient l'ambassadrice d'une nouvelle façon de penser. Au bout d'un an, quel que soit l'âge, où on apprend plus vite en étant adulte On apprend plus vite, oui, quand on est adulte. Non pas parce qu'on apprend plus vite cérébralement, mais c'est parce qu'on a vraiment envie. Qu'est-ce qu'ils font là sur les images? Là, ils déroulent des phrases avec leur corps. C'est-à-dire qu'au lieu de représenter la lettre, ils doivent la représenter avec leur corps et puis associer des sons qui ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'à la fois, ils miment une phrase avec leur corps et à la fois, ils disent les sons d'une autre phrase. Et tout le monde doit trouver les phrases de tout le monde. Cette méthode a été évaluée? Oui, oui. Hein, ça a été évalué. Oui, oui, et là, par on la voit Fondation de France. Ils travaillent ensemble quel que soit l'âge. Il y a des groupes... Non, non, c'est de 7 ans à 14 ans et après ado-adulte.
D'accord, que vous mélangez. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on recrée des vrais groupes de communication. Et il y a toute une équipe de professeurs et surtout, il y a une formation des parents parce qu'il y a une collaboration avec les parents et les enseignants très, très proche, quoi. Voilà. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur on s'arrache les cheveux quand on fait les devoirs, parce que là, justement, elle donne des pistes pour sortir de cet énervement et faire en sorte que ça devienne un moment agréable. Mais ça pourrait marcher même lorsqu'on n'a pas d'enfants dyslexiques. Mais les c'est enfants, un truc à appliquer pour tout le monde. Les enfants des orthophonistes qui viennent en formation chez moi viennent aussi. Elles me disent qu'ils ne sont pas dyslexiques, mais ça leur fait du bien. Alors, est-ce que vous avez des livres à nous proposer pour ceux d'entre vous qui connaissent cette situation et non pas ce problème? J'ai bien compris. Bravo, Sophie. Tout à fait. Merci, Sophie. Merci. On a le livre donc de notre invitée Béatrice Sauvageau, Vive la dyslexie. On a également Répondre à vos questions sur la dyslexie, donc de Annie Dumont. On a ce livre qui s'appelle Aider les enfants en difficulté d'apprentissage de Jean-Charles Juel. Il y a un passage qui concerne essentiellement la dyslexie, précisément la dyslexie, mais le reste peut être intéressant parce que si on n'a pas un enfant dyslexique, on peut aussi avoir un enfant mauvais lecteur. Assimilation fréquente. Et puis ce guide que je vous recommande qui s'appelle le guide des écoles pas comme les autres, où on peut en fait, en fonction de des différents projets d'établissement des élèves, mettre son enfant dans le privé comme dans le public, parce qu'il y a des écoles qui prennent en charge... Deux questions juste rapides. Est-ce qu'il faut changer l'enfant d'école? Est-ce qu'il faut le mettre dans une école spécialisée ou non? Non. Non. Et deuxième question, est-ce que c'est héréditaire? On n'a pas vraiment répondu à cette question. Oui. Il y a beaucoup plus de dyslexie dans les familles à risque, et notamment, on l'a vu dans le cas de Marilyn. Voilà, mais comme ça fait 40 ans que ça existe, les grands-parents, ils ne sont pas obligatoirement dépistés. Voilà. Donc vous nous dites qu'aujourd'hui, on est quand même très au point pour prendre en charge cette situation. On ne l'est pas encore. Je dis qu'aujourd'hui, c'est grâce aux parents et à leur volonté de croire en eux et de vouloir des résultats que les choses arriveront. D'accord. Et que c'est ça qui prime. Et puis message d'espoir, on l'a vu la liste. C'est une bonne nouvelle d'avoir un enfant dyslexique. Voilà, ce n'est pas négatif et un enfant dyslexique peut très bien réussir dans la vie à condition que l'on, n'exacerbe ses capacités. Oui, tout à fait, qu'on valorise tous les types d'intelligence. Et une chose qu'on n'a pas dit, c'était qu'il faut absolument rentrer dans des réseaux de parents parce qu'il y a de nombreuses associations. Vous avez des adresses? Voilà, vous allez retrouver sur notre site Minitel. Et puis il y a l'association donc de Béatrice Sauvageau qui s'appelle Puissance 10. Ça s'affiche. Voilà, et c'est très important parce que les parents se soutiennent et s'échangent des bons conseils sur les démarches administratives et tout ça. Et donc voilà. Merci à tous les trois. Merci d'être venus nous voir, Béatrice. On va se quitter quelques minutes, une page de pub. On revient juste après. Oui, pour découvrir un artiste. Gary Kurtz, un artiste qui peut deviner le prénom de vos parents, votre numéro de téléphone ou encore citer avec